Memphis Depay qui va rentrer, qui arme la frappe. Quel but! Oh, quel Qui but! arme la frappe. Memphis Depay, héros de ce Lyon Paris Saint-Germain. Incroyable! 1-0! Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète! Bonsoir à tous, bienvenue dans Let's Go numéro 4, merci d'être avec nous, exception ce soir, un rendez-vous mercredi donc, puisque nous recevons un nouvel invité, c'est Gaël Berger qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Bonsoir Gaël. Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va parler avec toi de la fin de la saison, on va aussi revenir sur les propos de Rudy Garcia à OLTV lundi dernier. Et enfin, on parlera de la possible succession de Jean-Michel Aulas, le MVP Tony Parker. Avant toute chose, on va un peu parler de toi et de ta proximité avec l'Olympique Lyonnais. Gaël, je laisse Antoine s'en charger. Bonsoir Antoine. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël. Salut Antoine. On te connaît surtout par tes interventions régulières sur l'OL pour le compte de Radio Scoop. Tu nous as aussi fait au passage l'honneur d'être membre du jury du Gondor. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel ? Alors, moi en sortie d'école, j'ai intégré la rédaction de Radio Scoop assez vite, juste 2-3 mois après ma sortie d'école de journalisme, et c'était en octobre 2003, et je suis toujours chez Radio Scoop. Ça a toujours été le fil rouge de ma carrière, parce que c'est la radio qui m'a permis de commenter des matchs pendant 12 ou 13 ans, tous les matchs de l'OL d'ailleurs. Donc c'était une très très belle époque, surtout que c'était la plus belle époque de l'OL en plus, donc ça c'était génial. Et puis parallèlement à ça, j'ai pas mal pigé aussi pour d'autres médias. Voilà, mais c'est vraiment Radio Scoop, mon employeur principal et largement principal. Pourquoi tu t'es tourné vers le journalisme sportif particulièrement ? Parce que moi j'ai toujours adoré le sport et tous les sports, même si après si j'avais un sport de prédilection entre guillemets c'était le foot. C'est celui que j'aimais encore plus que les autres certainement. Voilà, j'ai joué pendant 25 ans au foot, donc voilà, c'était peut-être aussi lié. Et pourquoi je me suis tourné vers le journalisme ? Parce que j'ai toujours été fasciné justement par les commentaires de match. Voilà, quand j'étais petit, j'étais enfant, il m'arrivait d'aller me coucher parce que j'avais pas le droit de regarder les matchs comme beaucoup, je pense, quand tu es à l'école primaire ou des choses comme ça. Et du coup, tu essayais soit d'aller voir la télé derrière le canapé ou derrière la porte sans te faire attraper par tes parents, ou alors t'écoutais les matchs à la radio. Et voilà, ça m'a toujours marqué. Et en plus, c'est une époque où il y avait beaucoup moins de matchs diffusés qu'aujourd'hui. Et je me disais toujours, c'est quand même incroyable de permettre à tous ceux qui n'ont pas la chance de voir le match, de leur raconter en fait via tes commentaires, et ça m'a toujours fasciné. Donc j'ai toujours voulu faire ça, et en plus j'ai eu la chance de le faire pour les auditeurs de Lyon, et c'est-à-dire pour les supporters de l'OL, ce qui a été doublement fantastique pour moi, puisque c'est le club que je suis depuis tout petit. Donc D'accord. Alors, on voit aujourd'hui que Twitter est un outil très utilisé pour les infos de sport. Est-ce que tu as des comptes que tu suis, toi, plus que d'autres, pour suivre de l'information sur l'OL ? Allô, Gaël ? Allô Gaël ? Oui. On sait que Twitter est un outil de plus en plus utilisé pour les infos de sport. Est-ce que toi, tu as des comptes privilégiés pour suivre l'info sur l'OL ? Ouais, sur l'OL, c'est vrai que je suis beaucoup ce que font tous mes confrères déjà. Ça c'est une évidence. Après, honnêtement, j'essaye d'être le plus exhaustif possible. Donc, si c'est ta question, oui, je regarde ce que fait le café Commerce OL, par exemple. Parce que j'imagine que ça faisait partie de la question. Mais bien évidemment, mais tous les comptes qui ont une activité sur l'OL, à partir du moment où tu cernes très vite qu'ils sont sérieux, ou après, que ce soit des comptes qui donnent de l'info ou qui reprennent de l'info sérieuse, forcément que c'est intéressant. Parce que voilà, vous le savez très bien, sur Twitter, quand tu rates le tweet, par moment, c'est compliqué d'aller le rechercher. Donc avoir aussi des comptes qui retweetent l'actu de l'OL, voilà, plus tu suis de comptes et moins tu as de chances de passer à côté d'infos.
Donc oui, bien sûr, j'en suis un maximum. Donc un maximum, et je suppose que tu as quand même des choses qui te donnent des caractères de priorité, on va dire. Bah, les caractères de priorité, peut-être qu'effectivement, je fais rarement des recherches, si tu veux, en mettant OL le hashtag et en regardant tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je regarde plutôt au fil de la discussion. Moi, sur mon ordi, par exemple, au bureau, j'ai évidemment tous les comptes qui suivent l'OL, ou en tout cas que je suis et qui sont en rapport avec l'OL, qui déroulent toute la journée, et j'y jette un œil régulièrement. Franchement, je peux pas te dire que j'en privilégie un plus que d'autres. Après, peut-être en période de mercato, peut-être qu'effectivement, il y a 2-3 comptes. Il faut surveiller Bilal en période de mercato, notamment. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que honnêtement, j'essaye d'avoir un suivi quotidien et régulier durant toute la journée, quoi. Voire même la soirée. Voire la nuit, des fois. Alors, tout le temps, en fait. T'endors pas. Non. Sur le plan personnel, t'es né à Lyon, je suppose que tu suis l'OL depuis que t'es tout petit. Oui. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis né à Lyon, comme tu l'as dit. J'ai toujours grandi, j'ai toujours habité à Lyon. Moi, mes parents habitaient. Du coup, moi aussi, j'ai grandi dans le quartier de Gerland. Donc, forcément que Lyon, forcément que l'OL a toujours été un club très très spécial pour moi, que j'ai toujours suivi l'OL. C'est évident. Comme je suis vieux, l'OL était en deuxième division, je vous rappelle. Vous, ça vous paraît peut-être incroyable, mais pourtant ça a été le cas à une époque. Et d'ailleurs, le premier match que mon père m'a emmené voir à Gerland, c'était un match de deuxième division. Et puis après, très vite, parce que je suis quand même pas si vieux que ça, très vite l'OL était est remonté en première division. Et effectivement, moi j'allais au stade, j'étais abonné avec mon père, puis avec des potes quand j'étais un peu plus âgé. Mais effectivement, je suis toujours allé à Gerland tout le temps, et même parfois pour les entraînements. Même petit, j'aimais bien aller aux entraînements. Et il y avait un accès beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et c'était sympa aussi. Ouais. Si tu devais retenir un souvenir marquant au stade, pour toi, ce serait quoi ? Un souvenir parmi tous les autres au stade. Un seul ? Ouais. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur, oui et non, parce que forcément que le premier titre, il est fatalement au-dessus il est fatalement au-dessus, alors pas forcément de beaucoup, hein, mais du reste. Après, bien sûr que la victoire, les deux victoires, mais surtout la première contre le Real Madrid, tu prends conscience que l'OL a vraiment franchi un cap énorme à ce moment-là en Ligue des Champions et fait partie des plus grands d'Europe, même si c'était qu'un match de poule au mois de septembre, mais quand même. T'as le derby avec le but de Delmotte à la dernière seconde, t'as le but de Sonny Anderson contre Bruges, où j'ai vraiment eu l'impression que le stade allait vraiment... je sais pas, s'envoler ou s'écrouler, tellement il y avait une atmosphère particulière. Le but de Steve Marley contre Lens, je m'en suis toujours pas remis 20 ans après. Ça en fait beaucoup. Le triplé de Lacazette pour le dernier derby à Gerland, voilà, c'est forcément un moment exceptionnel. Mais bon, après, voilà, la victoire contre Lens et le titre de champion sur un dernier match, le premier titre du club, bon, forcément que c'est au-dessus du reste, quoi, oui. Donc c'est Lyon-Lens 4 mai 2002 pour répondre plus rapidement à ta question. Il n'y a pas de souci. Donc tu es journaliste, supporter, c'est pas difficile parfois de réussir à concilier les deux, de rester... supporter, en fait si tu veux, même si ça peut paraître bizarre de l'extérieur, je vais pas mentir, oui bien sûr j'étais supporter de l'OL de tout gamin à l'adolescence, mais à un moment, quand tu travailles sur le club, tu peux plus être supporter. Donc je me suis toujours gardé des analyses de supporters entre guillemets, ou en tout cas trop dictées par l'émotion sur le moment. Quand je commentais les matchs, évidemment que j'avais besoin d'émotion. Tu commentes des matchs à la radio, si tu transmets pas d'émotion, t'as pas compris ton métier. Mais par contre, sur tout ce qui est analyse après match, présentation de match, suivi de l'actu au quotidien, là par contre t'es plus là pour faire plaisir au club ou pas, t'es là pour donner les infos. Donc après, tu sors, là t'es plus du tout supporter, t'es complètement dans ton rôle de journaliste. Et bien sûr que parfois je me suis dit, ah bah tiens, cette info, ça risque de pas faire plaisir aux supporters. Oui, mais bon, aujourd'hui je travaille pour un média où mon boulot c'est de sortir des infos ou à minima de les vérifier. Et donc, écoute, peu importe
peu importe si ça fait plaisir entre guillemets au club ou pas. Là, t'es plus du tout dans. En tout cas, là, je suis plus du tout dans une posture de supporter. Après, une fois que je travaille pas, évidemment, quand je vais parler avec mes potes d'enfance avec qui j'allais au stade, en soirée ou au téléphone ou peu importe, oui, je peux donner un avis en tant que supporter entre guillemets. Mais par contre, quand je suis à l'antenne, je pèse tous mes mots et je fais toujours très attention à ce que je dis, comment je le formule et en mettant de côté l'affect que je peux avoir pour le club par ailleurs. Et puis, en plus, bosser sur l'OL sur une radio qui est partenaire de Saint-Etienne, ça doit pas toujours être simple non plus. Ah ouais, mais tu sais, on a été longtemps partenaire de l'OL. Voilà, peut-être qu'on le sera de nouveau un jour. Mais bon, après les partenariats, honnêtement, hein, les partenariats radio-club, ça concerne surtout les dirigeants. Moi, à mon échelle de journaliste qui doit couvrir l'info, j'ai jamais eu ni avantage ni désavantage. Sincèrement, ça m'a jamais rien apporté, mais ça m'a jamais rien empêché de faire non plus. Donc, honnêtement, qu'on soit partenaire ou pas de l'OL, en tout cas, je te dis vraiment à mon niveau en tant que journaliste, hein, moi ça pèse pas du tout sur mon travail, sincèrement. Bon, d'accord. Bon, tu commences à nous en parler tout à l'heure. On entend beaucoup dire les journalistes que les choses ont changé depuis le passage à Dessine. Tant au niveau des supporters qu'au niveau des journalistes, hein, dans les relations avec les joueurs. Est-ce que pour toi c'est un vrai sujet et quel est ton ressenti par rapport à ça? Oui, ça a changé, mais j'ai envie de dire que c'est sur la continuité, la droite ligne de ce qui se fait depuis. Moi, je vais te parler depuis 16 ans parce que c'est ce que je connais le mieux. Avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand j'ai commencé, ça fait un peu ancien combattant, mais tu pouvais accéder quasiment à tous les entraînements. Il y en avait un à huis clos de temps en temps, et ce qui est logique aussi. Ils peuvent aussi de temps en temps travailler à huis clos. C'est pas le souci. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de tout à rien. Mais moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrivait, quel qu'il soit, il rabotait toujours un petit peu sur la présence des journalistes ou sur les possibilités qu'on avait de voir les joueurs. Et au fil du temps, forcément, tu finis par ne plus rien avoir. Quand chacun vient renier un petit peu sur tes possibilités, à la fin, il reste plus grand-chose. Et aujourd'hui, il reste vraiment plus grand-chose. Quand tu vois que là, en plus, c'est marrant parce que je suis tuteur pour un étudiant là qui fait son mémoire. Il avait calculé que sur une période de 3 mois, je crois il me semble qu'il a calculé ça entre mi-septembre et mi-décembre ou quelque chose comme ça. Il n'y avait eu qu'un seul entraînement ouvert à la presse dans cette période-là. Voilà, moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours signalé, que je fais toujours remarquer. Ça ne sert pas à grand-chose parce que ça m'étonnerait que le club revienne dessus parce que ça arrange le staff, ça arrange les joueurs, ça arrange beaucoup de monde. Mais moi, je trouve ça sincèrement très malheureux que tous les entraînements ne soient pas ouverts, pourquoi pas, qu'on n'ait plus accès aux joueurs comme avant, parce que vraiment avant tu pouvais voir n'importe qui, n'importe quand presque, ou en tout cas à la sortie du terrain ou juste sur le parking quand il allait récupérer. C'est beaucoup plus nombreux qu'avant, donc je comprends qu'on ne puisse pas tout faire, je comprends que la situation ne soit pas la même, c'est normal qu'il y ait des règles et qu'il y ait des changements, ça il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'on peut quand même trouver un juste milieu avec ce qui est fait aujourd'hui, où on n'a accès à rien. Si c'était un joueur qui arrive en conf de presse, hop, tu lui poses des questions pendant 10 minutes, un quart d'heure, il repart et tu le vois plus pendant 3 mois. Et après, on sait très bien qu'à la fin des matchs, ce sont toujours les mêmes joueurs qui s'arrêtent et tu peux pas vraiment traiter des sujets un peu différents ou tu peux pas prendre le temps avec les joueurs, quoi. Donc après, il y a toujours la solution des rendez-vous individuels, mais c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, il faut passer avec les agents, il faut... Ouais, donc des joueurs de moins en moins accessibles et un club de moins en moins accessible, quoi. Oui, mais ouais. Mais en fait, là, l'OL est devenu presque au même niveau que beaucoup d'autres clubs en France, alors que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a 3-4 ans, on avait la chance de pouvoir travailler dans de meilleures conditions à Lyon. Vraiment, moi, c'était quelque chose que je demandais toujours aux journalistes qui avaient bossé avant dans d'autres clubs, Marseille, Paris, ou même à l'étranger pour certains. Qui venaient s'installer à Lyon. Et chaque fois, c'était oui, ok, vous vous plaignez parce que vous avez perdu 2-3 possibilités, mais sachez qu'on a encore vraiment de la chance à Lyon de pouvoir bosser librement et d'avoir autant d'accès. Sauf que ça, on l'a perdu maintenant et que finalement, on est malheureusement comme les autres clubs.
Allez, dernière question pour toi. Ton ressenti, ce que tu as pensé du début de la saison de l'OL avant le confinement. Ouais, bah, c'était plus qu'un début, hein. Du coup, c'était Oui, 3 quarts de la trois quarts de la saison. saison. Donc, non, mais tout ça pour dire, Antoine, c'était pas une remarque négative hein, sur ta question. Mais c'est tout ça pour dire que, tu vois, parfois, quand les résultats sont pas bons en début de saison, justement, tu te dis, bah, il faut le temps. Surtout que là, il y avait un nouveau directeur sportif, il y avait surtout un nouvel entraîneur, il y avait un effectif qui avait été chamboulé, comme souvent, dans une certaine mesure. Donc, effectivement, tu peux toujours te dire que bah, ça prend du temps, tout ça. Aux 3 quarts de la saison, c'est à mon sens insuffisant en championnat. Après, le parcours en Coupe de France était quand même intéressant. En Coupe de la Ligue, il est très intéressant. Et en Ligue des Champions, même si c'était vraiment pas une poule très relevée, à mon sens, bon, malgré tout, l'OL était en 8e de finale et avait battu la Juve au match aller. Donc, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, sur les 3 autres compétitions, il n'y a pas. C'est même bien. Sur les 3 compétitions, c'est bien. Mais on nous rabâche tout le temps, les joueurs, le président, que le plus important, c'est le championnat. Et force est de constater qu'en championnat, c'est pas suffisant du tout. On va y revenir justement. Val, on t'a J'y compte bien. Ouais, merci d'avoir joué le jeu, Gaël. Merci à Avec toi aussi, plaisir. Antoine, pour l'interview. Et merci à vous d'être présents sur ce live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch du Café Commerce OL. Et évidemment, à réagir avec nous sur les sujets de la soirée. Jonathan et Clément nous rejoignent d'ailleurs ce soir pour débattre de l'actualité lyonnaise. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Salut. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur du coup cette fin de saison. On en parlait la semaine dernière aussi avec Romain Molina. Pour l'instant, le choix a été fait de terminer la saison à la 28e journée. Réaction d'Olas, évidemment, qui a été très critique et qui a clairement pas lâché l'affaire. Gaël, qu'est-ce que t'en as pensé du comportement du président dans les médias et sur Twitter cette semaine ? Bah, Jean-Michel Aulas, il est comme d'habitude. Il est dans sa posture. Lui, il réfléchit jamais. Est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, ça va plaire? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que certains vont me critiquer? Lui, il s'en moque. Il se dit toujours quel est le plus important pour mon club? C'est ça? Ok, 99% des gens vont être contre. C'est pas grave. Si c'est ce qui est le mieux pour mon club, j'y vais à fond. Et du coup, il a procédé comme il procède d'habitude. Pour moi, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Après, est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Est-ce que ça va porter ses fruits ou pas? Ça, c'est un autre débat, c'est une autre question. Mais en tout cas, tu peux pas lui enlever qu'il ne se cache pas et qu'il a fait au mieux, en tout cas à ses yeux, au mieux pour le club. Vous êtes d'accord avec ce que dit Gaël, les copains ? Oui, totalement. Bah, c'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, ouais, comme il a fait typiquement du Jean-Michel Aulas. Après, ce que je trouve quand même finalement paradoxal, c'est que c'est vrai qu'on le voit d'une posture où il parle pour son club, mais on est en train aussi de se demander si quelque part ce qu'il a dit ces dernières semaines sur le fait d'arrêter le championnat de façon prématurée commence tout doucement à se poser la question si il n'a pas en partie raison, dans le sens où c'est vrai que les autres championnats n'ont toujours pas arrêté, donc on peut se demander si déjà il fallait peut-être pas un petit peu attendre avant de clôturer le championnat et de figer même le classement comme ça a été fait. Sachant qu'en plus, là, on voit que je crois que c'est l'Allemagne qui a repris l'entraînement, les autres championnats prévoient déjà de reprendre l'entraînement. Donc c'est vrai que je dis pas qu'il fallait forcément reprendre la saison et je suis pas juge pour effectuer une telle analyse, mais en tout cas, je pense qu'on s'est un peu précipité, quoi. Je suis d'accord, je pense que Aulas, il a eu le malheur de tout voir avant tout le monde, c'est-à-dire que il a parlé dans une période où c'était pas simple de parler parce qu'on était quand même tous sous le choc de ce qui nous tombait sur le coin de la tronche. Par contre, voilà, il avait vu qu'il y avait 2 problématiques à envisager, soit la saison blanche, bon là il défendait clairement les avantages de l'OL, soit le fait de devoir reprendre, notamment par rapport aux droits télé, hein, on évoque quand même 280 millions d'euros pour la Ligue 1, et c'est des droits TV qui vont nous manquer par rapport aux autres championnats si les autres championnats reprennent. On s'est précipité pour dire on arrête les championnats et les autres font pareil. Et force est de constater qu'en fait on s'est précipité pour arrêter le championnat et que les autres font tout pour pas faire pareil en voyant ce que ça a coûté. Donc on se met dans une balle dans le pied en ayant arrêté le championnat si tôt. Et à voir comment ça va se dérouler. Est-ce que ça veut dire sur la scène européenne pour les clubs français derrière, quoi. Ouais, en effet, on voit bien que la Bundesliga l'a officialisé hier ou ce matin, je sais plus trop. Il y a aussi l'Espagne et la Serie A qui se préparent. Bon,
La BPL, c'est plus compliqué, on l'a vu. Il y a encore des clubs qui sont très très réticents. En même temps, c'est pas les mêmes cas de coronavirus qu'ils ont là-bas. C'est bien plus important en Angleterre, donc il y a encore débat là-bas. Mais il y a aussi une autre info qui est tombée tout à l'heure. Il y a eu une réunion ce matin à l'UEFA qui parle d'une reprise de la Champions League pour Lyon le 8 août à Turin. Et on parle aussi du PSG pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, le PSG, ça serait du 10 ou 12 août. Gaël, t'en penses quoi, toi ? Est-ce que ça va poser des problèmes de voir peut-être la Juve reprendre le championnat et Lyon non, sachant qu'on aura une échéance primordiale le 8 août prochain ? Mais évidemment que si la Juve reprend le championnat, fait des matchs de compétition et que le match Juve-OL se joue bien le 8 août, évidemment que la Juve aura un net avantage. C'est une évidence. Maintenant, aujourd'hui, on est le 6 mai. Moi, franchement, ce qui va se passer dans 2 mois, ça me paraît flou. On sait à peine ce qui va se passer dans 2 jours ou dans 2 semaines. Donc, dans 2 mois, ça me paraît hyper flou quand tu vois que j'ai cru lire que Paulo Dybala venait de se faire contrôler positif au coronavirus pour la 4e fois. Tu te dis, vous êtes sûr que vous allez reprendre des matchs dans 3 semaines ? Honnêtement, j'arrive pas à imaginer la situation en Italie, comment ils vont pouvoir rejouer très vite. Après que les clubs mettent la pression pour jouer, c'est une chose. Mais à un moment, tu peux pas non plus aller complètement contre le gouvernement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, le gouvernement français a très clairement, Édouard Philippe, il a été clair, il n'y a pas de sport avant fin août, début septembre. Domenech avait quand même tapé du poing sur la table en expliquant que c'était pas à Édouard Philippe de décider quand s'arrêtait le championnat. Il pouvait dire qu'il n'y avait pas de sport, mais c'est pas à lui de dire que le championnat doit s'arrêter. C'est sûr, mais maintenant, tu sais très bien que si le Premier ministre dit non, vous ne jouerez pas, ça va être compliqué d'organiser des matchs et de poursuivre la saison. Forcément que dans un contexte comme celui-là, le président de la République et le Premier ministre ont quand même une voix qui porte et ont un avis. Alors après, est-ce qu'ils se sont précipités ? Ça, c'est une autre question. En effet, et je sais pas, mais de toute façon, là, il y a tellement d'intérêts divergents que tout le monde soit dans d'accord. Ce que tu dis, en fait, c'est là qu'on voit la schizophrénie du discours. C'est qu'on dit la situation est floue, on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours, 1 mois, 1 mois et demi. Par contre, on sait qu'en août, on ne pourra pas jouer. C'est quand même problématique. Ah, mais bien sûr. Voilà. C'est ça aujourd'hui que les supporters lyonnais. Alors, les supporters lyonnais, et je pense que les Amiénois sont à peu près pareils. Et puis d'autres, à Lille, Rennes, les situations de clubs comme ça qui sont à cheval entre deux compétitions, une montée, descente et ainsi de suite. Ils sont un peu pareils. C'est qu'en fait, on s'est précipité pour prendre des décisions. Il y a des enjeux financiers qui sont énormes et on ne sait pas ce qu'on va faire derrière. Ouais, c'est vrai, mais parce que tout ça, il faut pouvoir le prévoir, une reprise, évidemment. Maintenant, c'est compliqué de prévoir sur le long terme. De toute façon, malheureusement, je pense que beaucoup naviguent encore à vue. Et tu vois, tu disais les supporters lyonnais, toulousains, amiénois, mais oui, tous ceux qui ont envie que ça reprenne trouvent des explications en étant certains que ça peut reprendre. Mais moi, j'ai envie de poser la question, si l'OL était 2e du championnat avec le 3e et le 4e à 1 point derrière, est-ce que tout le monde aurait tant envie que ça que le championnat reprenne ? Tu vois, forcément que tout le monde regarde à sa fenêtre et ses intérêts. Honnêtement, pour moi, c'est un sujet hyper complexe et j'ai pas d'avis tranché. Voilà, je peux pas te dire, moi je pense que c'est mieux de faire ci, ça. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas quel est le mieux aujourd'hui. Et j'imagine que Édouard Philippe a quand même plus de capacité que moi pour prendre cette décision-là. Et je me dis que s'il l'a prise, c'est qu'il a quand même des retours et surtout des billes pour le faire. Il y a aussi le Paris Saint-Germain qui va forcément jouer en notre faveur parce que aussi sont concernés par cette réunion de l'UEFA. On a cette date encore du 12 août, je crois, pour le PSG pour les quarts de finale. Est-ce que eux qui ont voté, Nasser El-Khelaifi a voté pour cet arrêt de la Ligue 1, est-ce que va pas y avoir un retournement de veste ? Mais bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, tout le monde ne regarde que tout le monde ne regarde que ses intérêts. Et en fait, l'exemple, il est parfait. C'est-à-dire que Nasser El-Khelaifi qui disait non, mais il faut arrêter. Maintenant, il va se dire, ah ouais, non, mais en fait, en Ligue des Champions, j'aimerais bien continuer. Non, mais en fait, on peut continuer en Ligue des Champions. Ok, après, on va me dire, oui, mais c'est pas la même période. Il avait dit d'arrêter le championnat en mai.
Mais par contre, là, la Ligue des Champions, c'est en août. Oui, mais aujourd'hui, quelle certitude tu as que ça ira mieux en août? Est-ce que ce sera terminé ou pas? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas? Comment on peut plaider pour dans 2 mois? D'ailleurs, regarde l'UEFA. L'UEFA, au début, donc l'UEFA qui dit aujourd'hui, oui, la Ligue des Champions, on va reprendre en août, pas de problème. Au début, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit pour les championnats nationaux, il faut absolument que tout le monde termine, sinon il n'y aura pas de qualification pour les Coupes d'Europe la saison prochaine. Les pays dont les championnats vont s'arrêter, ils peuvent être bannis de la saison prochaine. Sauf qu'aujourd'hui, ils tiennent plus du tout le même discours. Ça veut dire que déjà qu'en un mois, le discours, il a complètement évolué. Donc oui, l'UEFA, ils savent très bien qu'ils ont un poids énorme, donc de temps en temps, ils essayent d'imposer des choses, sauf qu'ils se rendent bien compte que parfois, tout l'UEFA qu'ils sont, ils se heurtent aussi à plus fort qu'eux et surtout à des problèmes qui les dépassent. Donc eux aussi, le discours peut évoluer chez eux. Donc tu vois, aujourd'hui, ils te garantissent que ça va se jouer la fin de saison de la Ligue des Champions en août. Mais si Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et en Angleterre, tu crois vraiment que ça va rejouer? Nasser Al-Khelaifi, il a dit qu'il était prêt à la jouer au Qatar, alors... Ah oui, tout va bien, c'est bon. Non, mais tu vois, je veux dire, pour moi, comment on peut se projeter dans 2 mois? Je sais pas. Ouais, Moi, c'est voilà. Tu vois, j'ai des gens dans ma famille, j'ai des amis assez proches qui sont médecins ou qui sont dans la médecine ou dans le service. J'en ai encore un hier qui m'a dit, mais je vois pas comment on va échapper à une deuxième vague. Alors après, il me le dit à moi comme ça, il prend pas la parole, c'est pas le directeur de l'ARS ou c'est pas Jérôme Salomon, mais tu vois, tu as quand même des gens dont le métier est quand même le médical qui sont hyper pessimistes. Et là, tu as l'UEFA, des présidents de clubs qui disent ouais, c'est bon, on va jouer dans un mois. Ouais, si vous voulez, mais moi, j'en suis pas sûr. Ouais, mais tant mieux. Et franchement, tu veux que je te dise, j'en serais le premier avis parce que ça voudra dire que tout va bien et ou en tout cas que ça va mieux. Et ça voudra dire que de nouveau, on va pouvoir penser à autre chose que être confiné, regarder combien il y a d'hospitalisations, de personnes en réanimation, voilà, et qu'on pourra de nouveau regarder des choses plus positives et qui nous feront du bien. Donc franchement, j'en serais le premier avis. Mais aujourd'hui, je vois pas comment tu peux l'affirmer. En tout cas, ouais, voilà, il y aura des réunions. Je sais que lundi, c'est une réunion importante pour la BPL. Déjà, on peut dire que fin mai, on aura de la Bundesliga. On va se concentrer sur ça pour ceux qui aiment le foot. Mais fais gaffe, parce que la Bundesliga, c'est pareil. T'as vu, mais oui, rien n'est fait. Rien n'est fait, en effet. De toute façon, on aura toutes les infos jour par jour. Le vestiaire du Hertha Berlin, Salomon Kalou qui se balade, les mecs qui se faisaient des checks, ils étaient, je sais pas combien, dans le même vestiaire, alors qu'on leur avait dit d'y aller un par un. Non, mais tu vois, donc même la Bundesliga, moi j'attends de voir. Hein. En fait, le problème, c'est pas de renvoyer les enfants à l'école, c'est de renvoyer les footballeurs dans les vestiaires. Mais exceptionnelle vidéo, faut le dire. Franchement, c'est pathétique de voir ça d'ailleurs. On va parler un peu de Rudy Garcia. Il était interviewé, il était invité sur OL TV lundi. Il a dit beaucoup de choses. Il a notamment parlé de l'OM et de l'OL, forcément, ces deux clubs qui sont de plus en plus ennemis. Il a dit quand même, ce que je n'avais pas mesuré, c'est combien ça pouvait poser problème d'arriver de l'Olympique de Marseille. Et pour les Marseillais et pour les Lyonnais, j'ai été assez naïf sur ce coup-là. Mais a-t-il vraiment été naïf, Gaël? Bien sûr que non. Il maîtrise trop sa com et surtout, il est trop au fait du foot français, de la rivalité Marseille-Lyon, pour savoir évidemment ce que ça allait procurer. Après, qu'il n'ait pas mesuré que ce soit à ce point-là, ça c'est possible. Maintenant, il savait très bien en passant de Marseille à Lyon. D'ailleurs, même s'il ne l'avait pas su au moment de son arrivée à l'OL, dès le premier jour de sa signature, quand il est allé rencontrer les représentants du virage nord et du virage sud, je pense qu'il a tout de suite été mis dans le bain. Et si à ce moment-là, si avant la réunion, il ne savait pas, en sortant de la réunion, il savait. Donc, pourquoi du coup, pour toi, pourquoi il fait l'innocent en mode j'ai été naïf Non, mais après, peut-être que, et je veux bien croire qu'il n'avait pas mesuré que ce soit dans telle proportion. Ça, c'est possible par contre, parce que tu peux jamais prévoir à l'avance dans quelle proportion ça va... tu vois, tu vas être mal accueilli, ou en tout cas que tes anciens supporters te haïssent, entre guillemets. Voilà, après, la proportion, évidemment, c'est toujours difficile à jauger. Mais maintenant, il savait très bien qu'en passant de Marseille à Lyon, ça allait forcément provoquer des émotions, on va dire. Après, pourquoi il le fait honnêtement, j'ai pas
seule véritable explication forcément logique, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, au sens où je pense que je pense que n'importe quel entraîneur n'aurait pas été accueilli de la même manière. Ce qui est fait payer aujourd'hui à Rudy Garcia, c'est la communication qui a craché sur l'OL, on va dire les termes tels qu'ils sont, pendant toutes ces années à Marseille. Tu vois, je prends un Bielsa, je suis pas sûr qu'il aurait été accueilli de la même manière qu'un Rudy Garcia. Le problème, non, mais quand je te dis ça, Antoine, c'est parce que justement, lui, il savait très bien ça, parce que c'est lui-même qui avait prononcé toutes ces phrases qui sont reprochées par les supporters de l'OL. Et quand je te parlais de la réunion, c'est ça. C'est parce que dès la première réunion avec les représentants des supporters des groupes du virage sud et du virage nord, tout le monde lui a dit mais nous, ce qui nous embête avec vous, et je mets des mots, tu vois, j'enrobe tout, hein, mais nous, ce qui nous embête avec vous, c'est pas que vous étiez entraîneur de Marseille, c'est toutes les phrases que vous avez pu prononcer contre l'OL et tout votre discours contre l'OL. C'est pour ça qu'on a du mal avec le fait que vous arriviez chez nous. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, il l'a compris tout de suite. Il l'a su tout de suite, dès sa signature, dès le jour même. Ouais, c'est certain, on le voit, c'est quelqu'un de très intelligent de toute façon, hein, donc c'est pas le genre à, je pense, être naïf justement de cette façon-là. Après, peut-être qu'il s'imaginait avoir des débuts peut-être plus brillants à l'OL, et peut-être qu'il s'était dit, ok, je vais recevoir 2-3 critiques au début, mais je vais vite pouvoir éteindre l'incendie avec une accumulation de victoires, puisque bon, c'est vrai qu'on se disait que l'OL n'était pas du tout à sa place au Silvino, donc on s'est tous dit au début, bah Rudy Garcia, oui. Bon, c'est quand même pas un mauvais entraîneur à l'échelle de la Ligue 1, donc on s'était dit que ça allait vite revenir, et finalement bah, il a été heurté quand même à pas mal de difficultés, donc c'est vrai que ça l'a pas aidé, et je pense honnêtement que c'est vrai que si les résultats avaient été immédiatement très positifs, je pense que les supporters auraient quand même su mettre ça de côté, parce que bon, quand l'équipe gagne, généralement ils sont aussi beaucoup plus pacifiques. Bien sûr, et je pense que sa défaite à Marseille, justement, ça a mis un coup, parce que quand il arrive, de mémoire, les 2 premiers matchs, c'est contre Dijon et contre Metz, je crois, qui sont alors contre 2 équipes assez faibles de la Ligue 1, certes, mais qui sont 2 matchs plutôt intéressants dans le contenu. Contre Dijon, l'OL fait 0-0, mais honnêtement, ils font un match très correct, en tout cas pendant 1 heure. Il se crée beaucoup d'occasions. C'est un match que l'OL aurait dû gagner 2-3-0. En tout cas sur la physionomie du match. Et après, contre Metz, c'est un match correct où l'OL gagne 2-0, sans être étincelant, mais en étant plutôt intéressant. Et donc là, bon, il se passe un début de quelque chose. Tout le monde dit effectivement qu'il y a peut-être un renouveau, que ça y est, il y a peut-être un déclic. Et quelques matchs après, il y a le premier gros choc finalement, le premier match qui est véritablement attendu, le premier gros test. Et là, il y a une défaite à Marseille, il y a la défaite à Benfica aussi. Et là, on se dit, d'accord, les 2 premiers gros tests en championnat et en Ligue des Champions, c'est 2 défaites. Et donc là, tout de suite, ça met un coup à son arrivée, quoi. C'est ça, et puis en plus, il était entre guillemets réputé pour perdre contre les gros. Exactement. Et il arrive, et dès qu'il a un test contre des gros, il perd. Donc du coup, ça aide pas en plus avec les supporters à se mettre dans la... Ouais, c'est une victoire contre le top 7. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Gaël, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il devait... ouais, on va finir dernier dans ces playoffs. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il devrait rester, Rudy Garcia, au vu de ce qu'avait dit Jean-Michel Aulas, voilà, en fonction des objectifs? Là, clairement, l'objectif de l'Europe, pour l'instant, ça a l'air d'être raté. Ça, voilà, on va perdre l'Europe cette année. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il reste ou pas? Alors, il y a deux façons d'analyser les choses. Il y a effectivement l'aspect sportif où son objectif c'était de se qualifier pour une Coupe d'Europe. À l'heure où on parle, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ce sera pas le cas plus tard finalement, parce que il y a tellement de rebondissements. Pour moi, c'est pas encore fini, c'est pas encore acté. Il peut encore y avoir des recours, il peut y avoir encore pas mal de choses. Et puis cette finale de la Coupe de la Ligue, est-ce qu'elle se jouera pas finalement début septembre? Enfin, on n'en sait rien. Encore faudra-t-il la gagner, vous me direz, et vous aurez raison, mais en tout cas, voilà, il peut encore se passer des choses. Donc, de ce point de vue-là, il n'a pas atteint l'objectif, mais il y a aussi le point de vue contractuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rudy Garcia, il lui reste 1 an de contrat quand même. Donc, si c'est plus entraîneur de l'OL, ça veut dire qu'il faut lui payer cette année de contrat.
Donc, qu'il y a des clauses à la performance. Je crois plutôt que c'est 1 an et demi de contrat et en fonction des qualifications, on peut rajouter 1 an. Mais c'est pas 6 mois et du moins c'est pas 1 an et demi. S'il n'est pas européen, on ne peut pas considérer que c'est une faute grave. Ah bah alors après ça, faudra le prouver. Tu me diras après Claude Puel, tout est possible. Hein. Bah oui. Mais franchement, là, je m'aventurerai pas surtout sur une saison aussi tronquée que celle-ci. Enfin, c'est bon. Non, contractuellement, il lui reste 1 an de contrat à Rudy Garcia. Donc, en tout cas, dans les faits. Donc, après, vu qu'économiquement, c'est déjà très compliqué, que les transferts risquent de se négocier à des tarifs plus bas que prévus, si tu rajoutes en plus payer 1 an de salaire à un entraîneur pour le licencier, tu en fasses venir un autre, enfin. Je ne sais pas si c'est la meilleure conjoncture, quoi. D'accord. Il a aussi parlé du mercato qui arrive. Hein, mais j'ai l'impression que je vous ai déçu là, mais moi je suis pas. Ah non, du tout, non. Je donne juste mon point de vue et les explications. En vrai, je pense qu'on est tous à peu près, même je vois hein, dans le chat, ils le disent tous, hein, on est tous à peu près sûrs qu'il va rester. Et voilà, il restera et là réellement on pourra le juger. Je pense que Baleine a totalement raison. C'est peut-être sur une année entière qu'on pourra se permettre de le juger au vu de la situation actuelle. Mais non, tu nous as absolument pas déçus. Hein, ne t'inquiète pas. Il faut être aussi réaliste dans le sens où l'OL n'est pas un club qui change d'entraîneur n'importe quand, n'importe comment. Et c'est vrai qu'on est dans une situation très compliquée en ce moment. Donc imaginez l'OL recruter un entraîneur. On ne sait pas trop quand il va pouvoir reprendre l'entraînement, les matchs, la compétition, comment il va pouvoir fédérer un groupe, faire adhérer le groupe à sa méthode. C'est vrai que connaissant l'OL, Jean-Michel Aulas, ouais, on a du mal à se projeter sur un changement d'entraîneur dans ce contexte. En tout cas, il a aussi du coup parlé du mercato qui arrive, un mercato qui va être difficile. Et voilà, il a parlé qu'il fallait encore construire l'équipe. On a corrigé le tir lors du mercato estival avec Bruno Guimaraes et Toko Ekambi. Au club, on est tous d'accord pour garder Karl. Donc Karl Toko Ekambi a fait quelques mois à Lyon, quelques mois prometteurs, en tout cas sur les stats, parce qu'il a marqué quelques buts et a délivré des belles passes décisives. Gaël, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur, toi, depuis qu'il est à Lyon? Karl Toko Ekambi ? Oui. Je trouve que c'est un joueur dont les qualités étaient claires à Angers, c'est-à-dire que c'est un joueur qui aime bien prendre les espaces, qui est généreux, qui va travailler défensivement. Après, c'est pas le joueur offensivement le plus fin techniquement, hein, je parle. Hein. Mais il est plutôt efficace, tu le disais. Après, c'est vrai qu'à Lyon, on a toujours eu, ou en tout cas les meilleurs attaquants, les plus grands attaquants qui sont passés à Lyon ont toujours eu cette finesse technique. Donc quand il manque ça, tu es toujours un peu sur la réserve. Quand tu as vu jouer, voilà, dernièrement, pour citer des joueurs offensifs de référence, mais des Lacazette, des Fekir, des Benzema, des Ben Arfa, des Sonny Anderson. Bon, après, forcément, que tu as toujours un peu cette envie-là. Maintenant, j'ai l'impression que dans cette équipe de l'OL, il manque justement des joueurs plus fins techniquement, comme l'OL a toujours formé. Parce que quand tu regardes des Cornet, Toko Ekambi, Dembélé, c'est des joueurs qui sont puissants, qui sont costauds, et il en faut des joueurs comme ça. Mais je trouve que ça manque globalement Un Chelito Delgado. Ouais, c'est pas assez hétérogène. Je trouve que les profils se ressemblent un peu trop, encore une fois, sur un plan personnel. Et moi, je regrette qu'il manque des joueurs un peu plus fins, techniques, capables de combiner dans les petits périmètres. Voilà, à l'image. Alors, j'ai cité plein de joueurs de l'OL formés au club, mais tu vois, comme un Ben Yedder aujourd'hui à Monaco, par exemple. Voilà, ce genre de joueur que pourrait être Bertrand Traoré. Que franchement, quand il est arrivé, je pensais qu'il avait ce profil-là. D'ailleurs, il l'a probablement toujours. Mais aujourd'hui, il a trop de manque de confiance et j'ai l'impression qu'il a un peu perdu une bonne partie de son talent. Alors que c'est un joueur, au départ, quand tu voyais ses prises de balles, quand tu voyais ses capacités à éliminer dans les petits périmètres, ce joueur, il avait... honnêtement, rappelez-vous ses 6 premiers mois à l'OL. On pensait que c'était un braquage à 2 millions. C'était quand même un petit délice de le voir jouer. Moi, plus d'une fois, même en tribune de presse, où voilà, on se regardait, on disait waouh, c'est fort ça.
Et puis aujourd'hui, tu te dis, mais où est-ce qu'il est passé ce joueur-là? Ouais, il a un manque de régularité qui est conséquent et qui fait peur. Ouais. Parce que on ne sait pas quand le mettre en fait. De régularité, d'efficacité. Maintenant, il a plus que des fulgurances. Enfin, il y a une époque où c'était un manque de régularité, ça variait entre les matchs. Maintenant, c'est des fulgurances dans le match. C'est-à-dire que c'est même plus de la régularité qu'on lui demande. C'est atroce de voir ça. C'est un joueur qui s'est perdu, quoi. Enfin. Ouais. Mais tu sais, après, quand tu joues à ce genre de poste, franchement, quand tu perds complètement confiance, franchement, c'est difficile après de revenir. Et parfois, physique, tu vois que moi j'ai souvenir d'une époque où on s'était dit, c'est la CAN qui l'avait tué. Tu sais, c'est quand il a joué la CAN après être arrivé à l'OL. Il a été joué sur des terrains complètement desséchés en Afrique là-bas là. Et on l'a jamais retrouvé depuis ce tournoi-là. Est-ce que physiquement il n'y a pas un truc qui a merdé? Est-ce que Non, mais c'est sûr. Après, je sais pas si c'est le joueur qui a la meilleure hygiène de vie non plus. Je sais pas si. Mais tu peux pas tout. Enfin. Oui, peut-être que dans le contexte post-Cannes, c'était probablement une explication. Mais aujourd'hui, 2 ans après, c'est compliqué de tout mettre sur ce fait-là. Au pire, s'il avait raté sa fin de saison, la saison d'après, il aurait retrouvé son niveau. Or, on a l'impression que depuis 3 ans, il ne fait malheureusement que chuter son niveau, alors qu'encore une fois, il était parti de très haut et qu'il y avait de sacrées promesses. Il y a aussi, je vois dans le chat, qui est Ferrandinho 9-2 qui dit il faut sauver le soldat Gouiri. Est-ce que tu penses que Gouiri pourrait pallier ce problème? Oui, évidemment. Moi, je l'ai dit souvent à l'antenne ou hors antenne, mais Gouiri, je pars du principe, et après, c'est quasiment impossible de savoir si j'ai raison ou pas, puisque la situation ne se produira pas. Mais je suis à peu près certain que Amine Gouiri, le même joueur, qui a les mêmes performances dans un autre club que l'OL irait le chercher en se disant « Ah, lui, il est incroyable, on va le recruter, on va le mettre quelques millions sur la table, on va lui faire un plan de carrière sur quelques années pour le revendre et faire une grosse plus-value, etc. » J'en suis intimement persuadé. C'est très étrange de pas le voir jouer, alors. Mais bien sûr que c'est étrange de ne pas le voir jouer quand tu. Alors effectivement, il a eu sa blessure, ses croisés, mais franchement, il est revenu à un très bon niveau. Il n'y a qu'à voir ses prestations avec les jeunes ou avec la réserve. Alors après, on me dit, mais oui, mais ça c'est bien gentil, mais en jeune. J'entends souvent cet argument, la Youth League, c'est pas le niveau Ligue 1. Oui, mais d'accord, mais si on le fait pas jouer, on peut pas savoir alors s'il a le niveau Ligue 1 ou pas. Moi, ce qui m'énerve souvent avec ces joueurs formés à l'OL maintenant, depuis quelques années, c'est qu'on ne leur donne plus leur chance, ou en tout cas, on ne leur donne leur chance que si les entraîneurs sont un peu dos au mur. À part Oussem Aouar, qui a été bien géré, qui a été mis en avant petit à petit. Je suis pas d'accord avec toi, tu vois, Gaël. Alors, Oussem Aouar, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Hein, c'est grâce aux blessures des autres. Non. Là, tu peux pas dire ça. Tu vois, pour moi, Oussem Aouar, il est venu vraiment un peu tardivement, je trouve. Non, parce que Oussem Aouar, il a tout. Non. Oussem Aouar, le staff pro à l'époque, Bruno Genesio, les autres, mais puisque c'était lui l'entraîneur, disait toujours, je l'ai vu, il s'entraîne avec nous, il doit progresser sur certains points, et il va progresser d'abord à l'entraînement, et on l'intégrera petit à petit, et après, il deviendra un joueur important de l'OL. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors que, par exemple, un joueur comme Maxence Cacré, il a jamais été utilisé avant. Moi, on me dit ça fait 1 an et demi qu'il mérite de jouer. Bon, ok. Ou en tout cas de jouer, pas d'être titulaire, hein, mais au moins de grappiller 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, quand l'OL mène 2-3-0, que tu commences à lui faire goûter, etc., pour le mettre dans de bonnes conditions. Et du jour au lendemain, parce qu'il y a beaucoup de blessés, parce qu'il y a beaucoup de suspendus, on lui dit « Bon, allez, tu vas aller jouer à Strasbourg, titulaire, dans une équipe qui met pas un pied devant l'autre. Allez, gamin, vas-y. » Et c'est un miracle qu'il ait fait un bon match, hein, franchement, ce jour-là. Parce que c'était les pires conditions possibles pour débuter une carrière, quand même. T'es à l'extérieur, face à un milieu qui est hyper physique. D'ailleurs, rappelez-vous ces 5 premières minutes où il part 2 fois sur les fesses. Ouais. Et là, je me suis dit, mais ils vont le cramer, ils vont le griller. Et comme c'est un super joueur et que, peut-être il y a peut-être un peu de réussite aussi, je sais pas, mais voilà, il a réussi à se remettre d'aplomb dans le match. Il a fait un super match et derrière, il a pu enclencher quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment eu
peur pour lui. Il est retourné sur le banc aussi quand même. Bien sûr, mais aujourd'hui il est au moins intégré à la rotation, ce qui aurait dû être le cas depuis très longtemps. Mais encore une fois, s'il n'y a pas autant de blessés de suspendus sur la Strasbourg, moi je suis même pas convaincu qu'à l'heure où on se parle, il est joué en Ligue 1 et qu'il soit intégré à la rotation. Je suis même à peu près sûr que non. Et j'en ai discuté plein de fois avec des dirigeants de l'OL. La dernière fois que j'ai posé une question à Jean-Michel Aulas par rapport à ça, c'était pas que pour Maxence Cacré, mais c'était sur le centre de formation en général. Et je lui ai demandé si sur les 3-4 dernières années, entre justement l'émergence d'Aouar et l'émergence là de Cacré, Cherki et non, Wiri, je peux pas le dire parce qu'on peut pas dire qu'il est émergé. Ils lui ont pas vraiment donné sa chance sur la durée. Mais en tout cas, avec Cherki et Cacré, est-ce que vous ne regrettez pas, sachant ce que vous a apporté le centre de formation depuis des années, sachant quand même que l'OL est ultra réputé pour sa formation, est-ce que vous n'avez pas quand même des regrets parfois d'être passé à côté, de ne pas avoir donné leur chance à certains joueurs? Il me répond non, mais vous dites ça parce que vous êtes un populiste. Ok, si vous voulez. Moi, ce que je constate, et c'est l'exemple que je prends tout le temps, et ça, pour le coup, on peut pas m'expliquer le contraire, c'est que, rappelez-vous, la dernière fois que l'OL a puisé massivement dans son centre de formation, c'était pourquoi? C'était parce qu'il n'y avait absolument pas d'autre choix. Financièrement, l'OL avait fait le choix, justement, de construire le stade. Il fallait donc de l'argent. Et on a dit à Rémi Garde, qui était l'ancien directeur du centre de formation, toi, tu connais les jeunes, tu connais le club, tu connais la maison, pioche dans les jeunes et essaye d'avoir une équipe la plus correcte, j'allais dire, possible, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même pas évident. Et là, qui en sort? Anthony Lopez, qui aujourd'hui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Nabil Fekir, champion du monde, Alexandre Lacazette, élu meilleur joueur d'Arsenal la saison dernière et international français, Samuel Umtiti, champion du monde, Corentin Tolisso, champion du monde, Bayern Munich, Jordan Ferry, alors je sais c'est pas celui que vous préférez tous, mais peu importe, c'est un joueur confirmé de Ligue 1, c'est un vrai milieu de terrain de Ligue 1, et ça, qu'on l'aime ou pas, c'est un fait. Voilà, aujourd'hui, Clément Grenier, exactement. Maxime Gonalon, même s'il était Maxime Gonalon était amorcé, était amorcé, lui c'est plus, il s'est imposé comme dans un rôle de capitaine et de joueur majeur, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça pour dire que à cette époque, aujourd'hui, tous ces joueurs, Anthony Martial aussi, tous ces joueurs là, combien auraient leur chance aujourd'hui? Très peu. Eh ben, à part, Lacazette, sûrement, parce qu'il a un profil en plus polyvalent. Rappelez, il a commencé à gauche, un peu à droite, après dans l'axe. Voilà. Bon. Peut-être Alex Lacazette, mais les autres, franchement, j'en suis pas sûr. Je vous rappelle quand même que Nabil Fekir, il a fallu que Florian Maurice fasse des pieds et des mains, qu'il aille voir Rémi Garde et presque Jean-Michel Aulas, parce que tous les jours, pour dire, mais lui, mais vous vous rendez pas compte, mais il est trop fort, mais il faut le faire jouer, mais pourquoi il joue pas, mais pourquoi? Et au bout d'un moment, oui, bon, on va essayer. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Le mec finit champion du monde. Et ça se trouve, l'année prochaine, il est au Real ou au Barça. Non, mais. Et c'était une époque où on misait sur les jeunes. Alors imaginez aujourd'hui, Corentin Tolisso, je rappelle toujours, c'était loin d'être la star de chaque catégorie. Corentin Tolisso, il y a eu des fois où à l'OL, il est passé ric-rac, bon, allez, on te garde, etc. Et puis, bon an, mal an, il a fini par être de plus en plus costaud. On s'est dit, tiens, finalement, il est pas mal. Hop, après, il a joué en réserve. Ouais, intéressant. Après, en pro, bon, vu qu'il n'y a pas grand monde, bon, tu vas jouer, tu vas rentrer 10 minutes latéral droit, puis finalement, tu vas jouer un peu à gauche, puis finalement, tu vas jouer un peu au milieu, puis finalement, il est pas si mal, ce Corentin Tolisso. Bon, tiens, on va l'installer au milieu. Bon, finalement, finalement, c'est vrai qu'il est vraiment intéressant. On va lui donner un vrai rôle. Finalement, il va devenir cadre de l'équipe. Puis finalement, il termine champion du monde et au Bayern Munich, dis donc. Non, mais voilà. Mais aujourd'hui, Corentin Tolisso, vous croyez qu'il aurait sa chance? Mais aujourd'hui, Corentin Tolisso, je vous le dis tout de suite, il est prêté à Châteauroux ou à Chambly. C'est dur à entendre. Non, mais c'est la vérité. Enfin, je suis désolé, mais là, on peut m'expliquer ce qu'on veut. C'est la stricte réalité. Parce que c'était. Voilà. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, il y a que des Nabil Fekir, des Corentin Tolisso ou des Samuel Umtiti au centre de formation. Attention, je dis pas ça. Je dis juste que pour savoir véritablement ce qu'ils valent, il faudrait peut-être leur donner leur chance et arrêter aussi parfois de se dire que ce qui vient de l'extérieur, c'est forcément toujours meilleur. Mais ça, c'est un vrai choix de direction. Mais quand je vois que Thiago Mendes, qui n'est pas un mauvais joueur sur le papier, attention, j'ai bien vu les 2 dernières années, il a fait une bonne saison à Lille.
parfois même très bonnes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, on peut aussi se dire que parfois, certains joueurs sont payés très cher et qu'il peut y avoir des ratés. Donc, on peut aussi avoir des ratés avec des jeunes. On peut aussi donner leur chance à certains jeunes du centre et se dire, bon, finalement, ça ne le fait pas. Mais le risque, il sera peut-être moins important qu'avec un joueur acheté 25 millions, il me semble. Ouais, c'est sûr. Et puis quand on voit en plus la génération 2000 qui est massivement présente à l'équipe de France, on prend Gouiri, il est même surclassé, il a des très bonnes performances. Je pense que c'est le meilleur. Pour moi, c'est buteur incompréhensible. du moment. Même non, mais Gouiri nous a quand même fait en 3 beaucoup, jours. But de Khalif à Saragosse, il revient 3 jours après, il met 4 buts en réserve. Enfin, je veux dire, on peut m'expliquer ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il met des buts, ça veut dire qu'il a le niveau au-dessus. Tu mets pas des quadruplés en National 2, voilà, si t'es pas au-dessus du lot. Donc après, ce que j'ai toujours entendu sur Gouiri, parce que c'est vraiment un exemple qui m'énerve et qui traduit pour moi ce manque de chance des jeunes du centre de formation aujourd'hui, on me dit oui, mais bon, le problème de Gouiri, il a eu sa chance, mais il l'a pas saisi. S'il avait mis 1 ou 2 buts, ça aurait tout changé. Oui, parce que Gouiri, qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois qu'il est rentré? Et au contraire, moi, quelque part, c'est ce que j'ai aimé dans ses rentrées. C'est-à-dire qu'il s'est jamais dit ouais, il faut absolument que je prouve, je prends les ballons, je mange tous les ballons, je vais finir par... on dirait que j'ai marqué et c'est formidable. Non, il a toujours cherché à jouer pour l'équipe. Il a été capable parfois de faire des courses pour les coéquipiers. Il a été capable, voilà, il a jamais joué sa carte ultra perso à chaque fois qu'il est rentré. Et au lieu de récompenser ça, en se disant, voilà, bon état d'esprit, parce que des buts, il en marquera toujours. Quand tu as toujours marqué depuis que tu es gamin, dans toutes les catégories, même en équipe de France, même en Youth League, etc., ça veut dire que tu as ça. Voilà, buteur, c'est inné. Il y a des choses qui se travaillent. Bien sûr, tu peux t'améliorer devant la cage, mais si tu l'as en toi, a priori, normalement, je pense que Gouiri, n'importe où il ira, il continuera à marquer des buts. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Donc voilà, ce qu'il fallait voir, c'était comment il se comportait plutôt avec les autres. Et en l'occurrence, pour moi, c'était ultra positif par rapport à ça. Et par rapport à ça, justement, c'était quand est-ce que c'était? Ça devait être en mars ou avril de la saison dernière. J'avais discuté sur un entraînement qui était un des rares entraînements ouverts à la presse. J'avais évoqué Gouiri avec Bruno Genesio en lui demandant voilà, s'il pensait qu'il était revenu à 100%, parce que il s'était fait les croisés, il était tout juste en train de revenir et de parfaire sa réathlétisation. Et il m'avait dit, mais là, il est en train de revenir à un très bon niveau. Et si je suis toujours là la saison prochaine, ce qui n'avait pas été le cas finalement, mais il me l'avait honnêtement dit en face à face. Là, c'est pas on m'a dit que ou j'ai lu que. Il me l'a dit. Il m'avait dit, si on me dit quand je pars avec Moussa Dembélé, avant-centre numéro 1, et Amine Gouiri comme doublure, ça m'ira très bien et je ne demanderai pas d'autres avant-centres pour compléter l'effectif. Bon. En tout cas, on va espérer de Rudy Garcia qui tente avec Gouiri. De toute façon, il y aura aussi Kadewere dans l'histoire. On verra peut-être dans les matchs de préparation s'il va lui laisser sa chance. On aimerait bien en tout cas voir Gouiri rentrer dans l'effectif, c'est clair. On va partir sur Tony Parker pour cette dernière partie. Tony Parker qui est un peu sur toutes les lèvres pour le futur de l'Olympique lyonnais. On le voit, il s'en cache absolument pas d'ailleurs. Gaël, dis-moi, est-ce que pour toi, Tony Parker est la bonne personne pour succéder à Aulas en tant que président de l'Olympique lyonnais? Est-ce qu'il y a une bonne personne pour succéder à Jean-Michel Aulas? C'est une très bonne question, mais... Non, de toute façon, là aujourd'hui, c'est le successeur désigné, comme tu l'as dit. Effectivement, il y a de toute façon 3 ou 4 ans. En 3 ou 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est comme si là, effectivement, Jean-Michel Aulas prenait sous son aile Tony Parker. Donc c'est déjà un avantage, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apprendre, il va pouvoir comprendre, parce qu'il y a toutes les coulisses qui sont tellement importantes. On sait que Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui est très très présent dans toutes les instances, et que ça fait... c'est hyper important, donc il va forcément lui apprendre tout ça. Il y a autre chose qui est important, c'est que Tony Parker, il est déjà président de l'Asvel depuis quelques temps. Donc malgré tout, la fonction de président, même si ça n'a rien à voir évidemment, l'OL et l'Asvel, mais ce que je veux dire, c'est que il peut déjà goûter, il voit déjà, il touche du doigt un petit peu ce que ça peut être un rôle de président. Après, ce sera évidemment à une échelle tout autre avec l'OL, mais c'est une possibilité. Pendant longtemps, on avait pensé à un membre de la famille Ribou, notamment Thomas Ribou. Aujourd'hui, c'est plus du tout d'actualité et c'est clairement
Tony Parker qui est en pôle. Mais bon, on est encore loin de la succession. C'était G11 aussi qui était bien placé, puis ça s'est mal passé, donc du coup... Oui, bah là c'est sûr que bon, je vois pas G11 aujourd'hui. Mais bon, il faut toujours se méfier, vous savez, avec Jean-Michel Aulas et Olivier Ginon, c'est toujours je t'aime moi non plus, c'est toujours très particulier. Mais bon, a priori, non, je vois pas comment. Aujourd'hui en tout cas. Ouais, d'ailleurs, est-ce que ça te surprend, toi, de voir Tony Parker sans filtre sur ce sujet? Parce que même encore, il y a pas longtemps, il était avec mince, je sais plus son nom, Gaël Monfils. Avec Gaël Monfils en live, et il était encore en train de dire que c'était un honneur de pouvoir succéder à Aulas, comme si c'était fait, en fait. Oui, bon après, il dit que ce serait... Oui, c'est un honneur déjà qu'on pense à lui, mais... Il est très impliqué, Tony Parker, aujourd'hui. Hein. Il y a quand même, enfin, je veux dire, c'est plus qu'une hypothèse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fait pour l'instant, mais c'est quand même plus qu'une hypothèse parce que aujourd'hui, il est très présent. Il a été très présent pour le rachat de la franchise aux États-Unis. On sait que Jean-Michel Aulas l'attend beaucoup sur deux points, aux États-Unis et aussi en Chine. En Asie, ouais, parce que... Bien sûr, parce qu'il il est très très connu, Tony Parker. En effet, ouais. Il a un gros réseau et c'est ça qui intéresse aussi beaucoup Jean-Michel Aulas, qui s'en cache pas d'ailleurs. Il veut beaucoup se développer aux États-Unis et en Asie, et particulièrement en Chine. Et il sait qu'avec Tony Parker, il a un atout hyper précieux dans sa manche. Donc aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant parce que Tony Parker fait bénéficier à l'OL et à Jean-Michel Aulas de tous ses réseaux et de sa notoriété dans ces pays-là. Et Tony Parker, lui, ça lui permet d'apprendre un peu dans l'ombre ce métier de président et de dirigeant. Alors après, est-ce que ça ira jusqu'à ce qu'on imagine? Ça passe aussi par un bon entourage, c'est-à-dire qu'on pense que Ponceau, c'est pas du genre à partir du jour au lendemain. Juninho est peut-être là aussi pour parler de l'absence de connaissances footballistiques de Parker, quoi, derrière. Ouais, bien sûr. Et puis, de toute façon, Vincent Ponceau, c'est vrai, tu fais très très bien d'en parler parce qu'on parle toujours de Jean-Michel Aulas, mais Vincent Ponceau, en France, hein, il y a pas photo à ce niveau-là. Et c'est quelque chose dont on parle très peu, mais qui est d'une importance capitale à l'OL. Capitale. Tant que ça? Ah oui, mais il seconde Jean-Michel Aulas surtout. Et oui, c'est un rouage essentiel. Ouais, tout en discrétion, mais en efficacité. De toute façon, on imagine que Ponceau va être un peu le bras droit de Tony Parker, voire même son formateur. Bon, après, je sais pas, hein, peut-être. Bon, après ça, c'est encore autre chose, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas en tout cas de rumeur de départ de Vincent Ponceau, ça c'est sûr. En tout cas, ça donne envie, perso, ça donne envie de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Hein. Ça reste quand même Tony Parker. Moi, j'ai hâte de voir la franchise NBA OL Group. Hein. C'est vrai. Ça peut être exceptionnel. On passe de tout au rien, du rien au tout, pardon. Tu voulais dire quelque chose, Gaël? Non, je disais oui, dans la nouvelle salle, la franchise NBA dans la nouvelle salle. Non, mais il parle même de racheter. Enfin, Parker a dit qu'il voulait à terme racheter une franchise NBA, mais ça sera à Lyon. Non, je sais pas. Imaginez que, tu vois, comme là, qui est-ce qui était venu? Charlotte. Non, oui, là, c'était Charlotte et Milwaukee qui sont venus à Paris. Et tu peux imaginer que ce soit du coup la franchise qui soit rachetée dans 10 ans, qui viennent à côté du Parc OL, puisqu'il y aura la nouvelle salle aussi. Voilà. Non, mais là, c'était juste un clin d'œil. De toute façon, Tony Parker à Lyon, ça vend du rêve dès le départ, quoi. Donc c'est sûr. Mais en tout cas, il aime Lyon. Il est pas installé à Lyon parce qu'il est resté vivre aux États-Unis, mais il a une maison dans les Monts d'Or. Il apprécie Lyon. Il est bien. Lui, clairement, il voit un avenir à Lyon, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, Gaël, j'ai une question par rapport à Tony Parker. Je sais que tu suis pas mal l'actualité de l'ASVEL. Ils ont eu une saison assez paradoxale. Je dirais peut-être pas comme l'OL, mais ils ont eu des joies en Euroleague au début, puisque c'était un retour pour eux. Bon, la saison est plutôt, on va dire, satisfaisante, on va dire, en Euroleague, puisqu'on sait que c'est une compétition très prestigieuse. En championnat, ça a été un petit peu plus compliqué, notamment sur la fin de saison. Et puis ils ont eu un peu de
de secousses en interne avec il y a eu Edwin Jackson, le cas Edwin Jackson et puis même l'entraîneur, ça a été un petit peu compliqué sur la fin. Est-ce que tu as su un petit peu comment Tony Parker a pu gérer je dirais, cette crise un petit peu, si je puis dire? Bah moi, le cas le plus révélateur pour moi, c'est Edwin Jackson, parce que il l'a fait venir, il lui avait signé un contrat très longue durée, parce que c'était 5 ans. Au basket, c'est incroyable, parce que la plupart des contrats, c'est 1 an, 2 maxi. Donc, et surtout, il est très proche de lui, ils sont amis. Donc ça, c'était un vrai signe de confiance pour Edwin Jackson. Et quand effectivement, il y a eu difficulté pour Edwin Jackson dans sa saison, hein, clairement elle n'était pas à la hauteur de ce que tout le monde imaginait. Il commence à y avoir Zvezdan qui finit par y avoir cette fameuse interview dans le Progrès où Edwin Jackson dit que ça passe pas et qu'en gros ce sera où. Je le dis pas exactement comme ça, mais ça veut un peu dire ça. Et là, Tony Parker, il a quand même c'est pas facile à ce moment-là de gérer, vu l'amitié et les relations qu'il a avec Edwin Jackson. Mais pour autant, j'étais très déçu par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Et clairement, il a tranché en faveur du coach Edwin Jackson à Madrid. Et je ne sais pas si vous avez vu, Edwin Jackson. Donc en gros, le contrat va être terminé. Donc, ça prouve qu'il met ses sentiments de côté, pour le coup, là-dessus. Moi, je l'imaginais plutôt essayer d'arranger un peu un rapprochement entre Jackson et Mitrovic, penser que le temps allait faire son œuvre. Mais non, il a tranché dans le vif et il a écarté Edwin Jackson. Et pour moi, ça, c'était une vraie posture de dirigeant et de président, ça, clairement. Encore une fois, sur un dossier. Parce qu'il y avait de l'affect. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci énormément Gaël d'avoir accepté l'invitation. Tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir de parler avec toi sur l'actualité lyonnaise. Merci à vous, comme d'habitude dans le chat, d'avoir été présent. N'hésitez pas à follow Café du Commerce, activer la cloche pour être alerté du prochain Let's Go, qui sera bien sûr cette fois-ci mardi prochain, toujours même heure, 20h30. Merci Antoine, Clément et Joe d'avoir joué le jeu ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Salut.